Bonjour, aujourd'hui je crée ma nouvelle chaîne YouTube, Panacea, pour essayer d'expliquer des pathologies médicales aux étudiants qui ont choisi des études de santé, qu'ils soient médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes. Donc je vais essayer de traiter du maximum de pathologies que je peux. Aujourd'hui on commence par la pancréatite aiguë. Alors, la pancréatite aiguë. Alors, IT réfère à l'inflammation. Aigu, ça réfère pas à une durée de temps, mais plutôt au mécanisme et à la réversibilité de la pathologie, qui sont différents de la pancréatite chronique, qui elle est irréversible. Donc on a des lésions du pancréas et une inflammation qui nous conduisent à une autodigestion du pancréas par ses propres enzymes. Pourquoi? Donc la physiopathe, alors ça c'est les acimies pancréatiques où on a des proenzymes inactifs et des inhibiteurs de la trypsine. Donc les proenzymes inactifs sont transformés en enzymes par la trypsine qui est elle-même activée par l'entérokinase. L'entérokinase qui se trouve dans le petit intestin, d'où entéro. Donc normalement, on devrait retrouver ces enzymes seulement à partir du petit intestin. Donc comment ça se fait qu'on peut les retrouver dans le pancréas? Alors on a trois grandes causes. L'obstruction des canaux pancréatiques, le reflux du contenu duodénal et l'activation intracellulaire prématurée des enzymes. Alors pour le reflux du contenu duodénal, bah, tout simplement, c'est des enzymes qui étaient de base dans le petit intestin, donc qui ont été activées par la trypsine dans le petit intestin et qui sont remontées par exemple suite à une occlusion duodénale. Alors pour l'obstruction des canaux pancréatiques, alors il faut savoir que le pancréas sécrète une enzyme qui s'appelle la lipase. C'est l'une des seules enzymes sécrétées sous sa forme active et c'est une enzyme qui conduit à de l'inflammation quand elle passe au niveau de l'interstitium. Donc, on peut avoir un blocage ici, par exemple, au niveau des canaux biliaires intrapancréatiques, accumulation de la lipase qui passe au niveau de l'interstitium et qui cause de l'inflammation. Donc, qu'est-ce qui peut causer cette obstruction? Tout d'abord, l'alcool, à cause d'un bouchon protéique ou une pancréatite chronique. Alors, donc, du coup, l'alcool peut causer les deux. Et la pancréatite chronique donc, peut s'acutiser et causer une pancréatite aiguë. Donc, s'acutiser, ça veut tout simplement dire devenir aigu. Comment on pense à une origine alcoolique de la pancréatite aiguë si le bilan à l'admission présente des azates supérieurs aux alates? La lithiase biliaire, c'est la cause la plus commune. Donc, on a des critères de blâmer. Si c'est une femme supérieure à 50 ans, avec des alates supérieures à 3 fois la normale et supérieures aux azates, c'est très probablement une lithiase biliaire. On va voir par la suite d'autres examens étiologiques. Donc, une anomalie canalaire, comme par exemple ici dans le pancréas divaisome, où on n'a pas de canal de Wirsung qui est normalement présent ici. La mucoviscidose, donc c'est une bile qui est épaisse, qui est résistante à l'écoulement, qui peut donc obstruer les canaux pancréatiques, une tumeur pancréatique ou ampulum vatérien, un trauma, par exemple un trauma directement à l'abdomen ou un trauma post-CPRE, donc cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique, c'est quand on met un petit tube qui passe par l'œsophage, l'estomac, le duodénum et qui remonte dans les canaux biliaires, ou des infections, comme par exemple les oreillons. On peut aussi avoir une hypertriglycéridémie et une hypercalcémie. Alors pour l'hypertriglycéridémie, en fait les triglycérides peuvent relâcher des acides gras libres qui sont très inflammatoires. Et l'hypercalcémie surtout secondaire à une hyperparathyroïdie. Et la dernière cause, c'est l'activation intracellulaire prématurée des enzymes.
Je sais pas comment ça se fait. Il y a plusieurs théories. Bon, ils sont pas encore d'accord, donc je leur laisse. Pour les enzymes, on a la phospholipase A2 et l'élastase. Ce sont quelques enzymes qui sont responsables des signes cliniques qu'on va voir dans la pancréatite aiguë et d'autres facteurs qui sont activés par la trypsine, comme le complément, la prothrombine et la kallikréine. Alors ici, il y a beaucoup de physiopathologie. Donc je vais juste parler rapidement des signes cliniques qu'on va retrouver et je vais peut-être expliquer à la physiopathe à la fin de la vidéo. Donc les gros trucs, c'est l'hypocalcémie. On peut aussi retrouver une hypomagnésémie, l'hyperglycémie, le saignement, la gangrène pancréatique, la thrombose, la douleur en barre, ce qui va nous donner des nausées et des vomissements, le choc, une hypoxie et une anurie. Donc ça, c'est les signes cliniques qu'il ne faut pas rater dans la pancréatite aiguë. Il faut traiter le plus vite possible. Alors du coup, maintenant on a parlé de la définition, de la physiopathe, des étiologies et des signes cliniques. Maintenant, on va parler un peu des examens complémentaires. Alors, écho, dans les 24 heures, pour déterminer une origine lithiasique. Donc, on peut retrouver une lithiase encore fréquente, encore présente dans le pancréas. Mais la plupart du temps, la lithiase a déjà migré. Une TDM abdominale dans les 48 à 72 heures pour l'appréciation du bilan de gravité. Ensuite, le bilan biologique, on regarde la NFS, la CRP, donc ça rentre dans le cadre du bilan inflammatoire et pour apprécier l'état du patient. La glycémie, donc on a vu dans les signes cliniques qu'on peut retrouver une hyperglycémie. L'uricréate pour la fonction rénale. La triglycéridémie et la calcémie, c'est un bilan étiologique. Et l'ionogramme, c'est pour tous les troubles hydroélectrolytiques, dont l'hypocalcémie et l'hypomagnésémie. Mais le plus gros truc à ne pas rater, en fait, dans la pancréatite aiguë, c'est la lipasémie, supérieure à 3 fois la normale. À chaque fois qu'on pense à une pancréatite aiguë, lipasémie. Alors, pourquoi on dose la lipasémie et pas l'amylasémie? En fait, c'est juste que l'amylasémie a une demi-vie de 3 à 5 jours, alors que la lipasémie a une demi-vie de 8 à 14 jours. Donc, on préfère utiliser la lipasémie en pratique. Alors, pour la TDM abdominale et l'appréciation du bilan de gravité, ça se fait grâce au score CTSI ou score de Balthazar modifié. Donc, voilà le score. On ajoute les points des deux colonnes, donc un maximum de 10 points. Si on a un score de CTSI supérieur à 7, en général, le pronostic est mauvais. Alors, pour les signes de gravité, c'est des signes qui sont instinctifs, donc pas besoin de s'en rappeler. On commence d'abord par les signes de choc, signes de Cullen et signes de Gray-Turner. Cullen et Turner, c'est un petit moyen mnémotechnique. Alors, C de Cullen, ça nous fait penser à centre, donc c'est des échymoses périombilicales. Et Gray-Turner, T, taille, donc c'est des échymoses des flancs c'est-à-dire des hypochondres droit et gauche. L'obésité, la CRP supérieure à 150 à la 48e heure. Le score CIRS qui a quatre composantes, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température et le taux de leucocytes. Et le score CTSI, donc comme j'ai expliqué précédemment. Alors, la pancréatite aiguë, avec ces deux types, peut avoir plusieurs complications. Donc, pour la pancréatite interstitielle œdémateuse, on peut avoir des collections liquides aiguës péripancréatiques ou des pseudokystes pancréatiques. Et pour la pancréatite nécrosante aiguë, on peut avoir des collections nécrotiques aiguës ou une nécrose kystique organisée. Alors, tout ce qui est en rouge ici donc, peut être infecté. Du coup, comment c'est si elles sont infectées? On fait une ponction dirigée par la TDM. Donc, on prélève le liquide ou la nécrose et on fait une étude bactériologique.
Si en effet elle est infectée, Tienab, 1 gramme 3 fois par jour, avec plus ou moins des aminosides. Donc Tienab, ça fait partie de la classe des pénicillines. Ensuite, on passe au drainage radiologique ou endoscopique et finalement à la chirurgie. Donc c'est une approche en step-up. On commence par le drainage, puis la chirurgie. Donc pour le traitement de cette pathologie, alors le but c'est quoi? C'est pas de diminuer l'inflammation, parce que l'inflammation c'est le moyen du corps pour se réparer. Et il faut mettre le pancréas au repos. Donc premier truc, à jeun. Faut pas que le patient mange. Pour l'hémodynamique, donc on place une voie veineuse centrale, on corrige les troubles hydroélectrolytiques, on peut donner des colloïdes si on a une hypotension artérielle, parce que les colloïdes, bah, c'est des macromolécules à fort pouvoir oncotique. Du coup, ça nous aide à augmenter et à équilibrer la tension artérielle. Sinon, des cristalloïdes. Pour les antalgiques, on peut donner des opioïdes, c'est-à-dire des antalgiques de deuxième ou troisième classe, juste pas d'ANS et pas d'aspirine. Parce que, comme on a dit, les ANS vont baisser l'inflammation, c'est pas ce qu'on veut. Et l'aspirine a un effet anti-agrégant plaquettaire. Et vu qu'on a déjà des saignements, bah, ça peut empirer le cas. Les antiémétiques pour les vomissements, B1, B6, vitamine PP ou vitamine B3 ou niacine, c'est la même chose. S'il est alcoolique, donc en prévention du délirium tremens. L'HBPM pour les thromboses et on donne une antibiothérapie dans 2 cas seulement. Si on a une infection de la nécrose, on a déjà parlé de ça, ou si on a une angiocolite associée. Dans quel cas on fait une CPRE et une sphinctérotomie le plus rapidement possible. Finalement, si l'origine est lithiasique, on fait une cholécystectomie. Donc si la pancréatite aiguë est bénigne, on peut faire la cholécystectomie avant la fin de l'hospitalisation, avant la réalimentation même. Par contre, si la pancréatite aiguë est sévère, généralement on la reporte à plusieurs semaines ou plusieurs mois jusqu'à arrêt de la douleur.